CECA, hein, donc en 1951. Et puis, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, désolé, c'est vrai que faut préciser les cycles. Comment? On parle beaucoup en radio. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et puis après, le dernier, c'était le traité de Lisbonne. Hein. Entre deux, il y en a toute une série, mais souvent, les étapes et puis l'élargissement, ça va aussi avec des traités. Donc là, d'où l'intérêt de l'exposé que tu vas nous faire. Je reprends aussi les propos de M. Delors, qui disait que s'il y a bien une Europe qui existe, c'est l'Europe juridique. Donc là aussi, c'est intéressant de... Comment? Et économique, oui. Mais disons que celle qui est la plus aboutie pour Jacques Delors, c'était l'Europe juridique. Mais souvent qui est assez mal connue. Alors, en fait, grosso modo, la question générale que moi je te pose, c'est en quoi la connaissance de cette Europe du droit peut nous aider à exercer notre citoyenneté. Je pense que ça peut énormément nous aider. Et puis, je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Ah oui, alors je voudrais préciser aussi, parce que ça c'est très important, que l'orateur souhaite vivement être interrompu. Donc, dès que vous avez une question, dès que vous voulez réagir, voilà, on est en plus petit comité aujourd'hui, on va en profiter, donc ce sera peut-être plus interactif. Et donc, dès que vous avez une réaction ou un commentaire ou bien encore une question, n'hésitez certainement sûrement pas à intervenir. Je vais essayer, je ne sais pas, vous m'entendez comme ça ou... Oui, ça va. Bon, donc je reviens sur ce qu'a dit Jean, n'hésitez pas à m'interrompre. On va avoir un exposé un peu technique, donc il y aura peut-être des mots, des techniques que vous ne comprenez pas, comme tout à l'heure, c'est ECA, vous dites qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas. Et comme c'est un sujet un peu ardu, ça le rendra plus convivial quand même. Donc je vais vous parler de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Europe, qui est née le 15 mars 1958 à Rome. 58. Comment? 57. 57. Oui, 57 à Rome, donc le 15 mars 1957 à Rome, et qui s'appelait la Communauté économique européenne. Et puis il y a eu effectivement différents différents traités. Alors pour mémoire, ça ne va pas nous rajeunir, il y a eu Maastricht en 92, Amsterdam en 97, Nice en 2001, et le dernier traité, c'est le traité de Lisbonne qui a été signé en octobre 2007 et qui est entré en application le 1er janvier 2009. Et qui reprend tous les anciens traités. Donc, il n'y a pas 5-6 traités, il n'y a qu'un traité. Aujourd'hui, c'est le traité de Lisbonne, et c'est le traité de Lisbonne qui régente l'ensemble de l'Union européenne, en sachant que les anciens traités, donc notamment le traité de Rome, sont inclus dans le traité de Lisbonne. Et la communauté économique européenne s'est transformée, a changé de nom, elle est devenue l'Union européenne. Pour bien démontrer que... Comment? Maastricht. À partir de Maastricht. Mais on simplifie, je fais un peu... je fais une synthèse. Au départ, à Rome, on est 6, c'est la communauté économique européenne. Aujourd'hui, on est encore 28. Oui. C'est l'Union européenne. Au début, c'était Rome. Et aujourd'hui, c'est Lisbonne. Voilà résumé l'Union européenne, l'histoire de l'Union européenne. Alors je vais faire une introduction hors sujet, c'était prévu, une introduction complètement hors sujet, mais comme ce n'est pas une conférence d'agrégation, je peux me le permettre. L'Union européenne, c'est une institution internationale européenne, parce que c'est plusieurs États libres, des États indépendants, qui se sont regroupés au sein d'une institution, et comme ce sont des États européens, c'est une institution européenne. Mais il n'y a pas qu'une seule institution européenne, il y en a d'autres, l'OSCE, l'OCDE,
Et une institution européenne dont je vous parlais, et que vous connaissez, même sans le savoir, c'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est né à Londres en 1949. Donc ça n'a rien à voir avec Rome en 1957. Le Conseil de l'Europe regroupe 49 États, je pense aujourd'hui, dont encore la Russie. Le Conseil de l'Europe a pour vocation de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme au sein de l'Europe. Pour y arriver, oui encore. Oui, parce que on lui a demandé elle peut assister aux réunions du Conseil, elle peut payer sa cotisation, mais elle n'a pas le droit de vote. Donc les Russes disent, vous êtes bien gentils. Si je peux me permettre, hein, c'est pour préciser les termes. Parce qu'en fait, il y a traité et il y a convention. Donc en fait, il y a déclaration et il y a convention. En fait, au départ, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en Europe, on est allé plus loin, on a signé une convention. Et une convention, disons que ça oblige les États à la respecter, puisqu'il y a un tribunal qui est là pour vous obliger à respecter la convention. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, mais je crois que tout est fait pour qu'on confonde en fait. Oui, bah c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc, dans le Conseil de l'Europe, La Turquie fait partie de la... oui, la Turquie en fait partie. La Turquie en fait partie. Parce que 49 États, ça fait beaucoup. Oui. Il y a la Moldavie, il y a quasiment tous les États européens, sauf les anciens États de l'Union soviétique, Le Kazakhstan, sur le front oriental. Donc, on a amené, donc le Conseil de l'Europe, les États signataires ont signé la Convention européenne des droits de l'homme et mis en place une juridiction qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Alors on en parle beaucoup parce que la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme. La France a accepté d'être jugée par la Cour européenne des droits de l'homme en cas de manquement à la Convention, et c'est pour ça que, de temps en temps, vous entendez parler en France de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Parce qu'on est condamné assez régulièrement. Oui, ben là, j'ai un arrêt du 28 février 2019, donc, oui, 28 février 2019, c'est assez récent, où la France a été condamnée pour l'absence de prise en charge d'un mineur étranger isolé par les autorités françaises. C'était un mineur afghan qui était dans la jungle de Calais, qui n'avait pas été pris en charge par la France. Il avait exercé un recours, enfin ça prend des années, hein. Et la France a été condamnée à lui payer d'ailleurs des dommages et intérêts, 15 000 € de dommages et intérêts. Et puis, il y a nos amis grecs aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs le 19 décembre 2018? Et là, ils ont été condamnés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pourquoi ils ont été condamnés, monsieur le consul? Parce qu'ils appliquaient la charia. Quoi? Oui. Oui, c'est vrai, ben, je peux lui dire, je le sais. Ils appliquaient la charia. En Thrace, dans la Thrace, en Thrace, bon, c'est vrai que la Thrace est une région c'est une région de Grèce qui est au nord, à la frontière avec la Bulgarie et la Turquie, et qui, par les traités de Sèvres et autres, après la Première Guerre mondiale, ont été donnés à la Grèce. Et c'est une majorité musulmane. Et pour les musulmans, on appliquait la charia. Enfin, rassurez-vous, mais en droit de la famille, hein, seulement, pas en droit pénal, mais en droit de la famille. Hein, donc, tout ce qui était divorce, succession, c'est pour le moufti. Adultère. Non, ça, c'est du pénal, donc quand même pas, il n'applique pas, non, pas... Non, ça, c'est pour les autres. Mais non, quand même pas. Oui. Oui, vous avez cité, entre
Russie. Est-ce que ces deux pays ont aussi un jour élu une condamnation? Ah oui, de la bien France, sûr. La Russie a été condamnée. J'ai pris les arrêts les plus récents, mais le 11 décembre 2018, c'est un arrêt Rodianov. C'est le fait d'être jugé avec des cages, dans des cages ou dans des. Comment ça s'appelle? Des cages en verre, si vous voulez. Donc là, la Cour européenne de droits de l'homme a considéré que c'était contraire à la dignité humaine. J'ai lu quelque part, il y a quelque temps, que la Grande-Bretagne n'a pas reconnu le tribunal pénal international. Est-ce vrai? Alors, le tribunal pénal international, c'est autre chose. C'est pas Ça dépend de l'ONU. Ça dépend, oui, quand même des droits de l'homme. ça dépend de l'ONU. Et les États-Unis l'ont pas reconnu. Donc, mais je crois que la Grande-Bretagne, si la Grande-Bretagne et l'Irlande, parce qu'il y a eu des arrêts qui l'ont condamné, ont signé la Convention européenne des droits de l'homme et ont accepté d'être jugés par la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, tous les États membres de l'Union européenne adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme, puisque ça fait partie, j'allais dire, des conditions d'adhésion. Est-ce que je peux poser une question par rapport, alors, parce qu'il existe aussi une charte des droits des citoyens de l'Union européenne avec le traité de Nice. Est-ce que, justement, le traité de Nice se réfère à cette convention? Alors, c'est compliqué. Enfin, c'était le traité de Nice, mais il n'existe plus, puisque il a été intégré dans... Il existe toujours la charte. Alors, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend la convention... Enfin, il la copie un petit peu, mais il rajoute de nouveaux droits, puisqu'il rajoute des droits sociaux, notamment. Mais elle est née dans le traité de Lisbonne. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes, puisqu'il avait été prévu que l'Union européenne signe la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, puisqu'elle a la personnalité morale maintenant, l'Union européenne. Mais alors, la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle est le tribunal en quelque sorte qui s'occupe des affaires entre l'Union européenne, a considéré que c'était un peu compliqué, mais il ne voulait pas être au chômage. Il se trouve à Luxembourg. C'est au Luxembourg, c'est pas à Strasbourg. Mais bon, c'est pas compliqué. Cour européenne des droits de l'homme, c'est à Strasbourg, et la Cour de justice de l'Union européenne, c'est au Luxembourg. Donc j'en reviens à mon grec, là, parce qu'il se fait tout petit. Donc en France, on appliquait la charia, en droit civil, hein, je vous rassure tout de suite. Donc une dame est veuve, son mari a fait un testament devant notaire en sa faveur, conformément au droit grec, et les sœurs du défunt ont contesté ce testament en disant qu'il fallait appliquer la charia, c'est-à-dire qu'il fallait partager l'héritage entre elle et l'épouse. Donc il y a eu des procédures qui ont duré des années et des années, et la Cour de justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la charia, puisque c'était discriminatoire, hein, et que ça portait atteinte aux intérêts, des intérêts financiers d'une personne, qui sont protégés aussi par la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est pour ça que la Grèce a été condamnée. Alors on en a parlé parce que on a dit oui, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la charia. C'est pas vrai puisque la Grèce a été condamnée. Mais pendant la durée de la procédure, ça dure longtemps, le 28 janvier 2018, la Grèce a changé sa législation en disant qu'on pouvait appliquer la charia mais à titre volontaire. Et là, la Cour a fait l'allusion en disant si c'est à titre volontaire, on peut, mais si c'est pas, obligatoire. Voilà. J'ai la note d'ailleurs de la Cour européenne. Tu vas méditer. Il faudra la mettre sur le site. Il faudra la méditer. Voilà, il y aura une interrogation mercredi prochain. Bon, allez, maintenant, je vais plus être hors sujet.
Je vais... Ça, je sais pas mes lunettes. Oui, ben ça, c'est la suite. Tiens. Donc tu vas avoir du travail comme ça. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Donc, l'Union européenne, quels sont ses objectifs? C'est dans le traité de Lisbonne, apporter la paix en Europe, défendre les intérêts de l'Union européenne à l'étranger, et promouvoir la paix, la liberté, et créer un espace de liberté économique qui permette le développement économique qui profite à tous. Donc, on a deux buts dans cette Union européenne, un but économique et un but politique. Donc, on va d'abord parler de l'économie. Hein, à quoi ça sert? Parce que j'avais l'intention de faire deux parties dans mon intervention. Première partie, l'Union européenne, à quoi ça sert? Et deuxième partie, comment ça marche? Enfin, on peut mélanger poser des questions, j'y répondrai. Donc, au point de vue économique, tout d'abord, eh bien, l'Union européenne, c'est une union douanière. Alors, qu'est-ce que c'est une union douanière? C'est une frontière commune pour les marchandises, avec un tarif douanier commun, qui s'appelle maintenant le tarif unifié européen, enfin bref, peu importe. J'achète une Cadillac aux États-Unis, que je l'importe par la Belgique, que j'importe par la Grèce, par la Lettonie, l'Estonie ou l'Italie, je paierai toujours le même droit de douane. Donc il y a une uniformisation des droits de douane. Et une fois que ce droit de douane est acquitté, la marchandise circule librement au sein de l'Union européenne. Alors je vous signale que ma Cadillac, il va falloir que je l'immatricule. Et pour les matriculer, je vais payer la TVA, puisque les marchandises circulent hors TVA, hors taxe, puis on paie la taxe dans le pays d'accueil. Donc la taxe, si j'immatricule, j'ai les tarifs, là. Si je l'immatricule en France, je paie 20%. Si je l'immatricule en Hongrie, 27%. Si je l'immatricule en Grèce, 24%. Si j'ai plus de chance, eh bien je vais au Luxembourg avec 17% de TVA. Alors à ce sujet, je vous rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé de taux de TVA, taux zéro. La TVA, c'est un impôt national. Mais l'Union européenne a promulgué un règlement pour harmoniser les taux de TVA. C'est-à-dire que le taux normal ne peut pas être inférieur à 15%, et le taux réduit ne peut pas être inférieur à 5%. Alors, il y a des taux encore inférieurs à 2,4% pour les médicaments. Enfin, globalement, le maximum, c'est ce que vous voulez, mais il y a un minimum à ne pas franchir, 15% pour le taux normal et 5% pour le taux minimum. Et c'est très difficile de changer les taux de TVA. Souvenez-vous de M. Chirac et de ses restaurateurs. Il a mis combien d'années pour faire baisser le taux de TVA à l'époque de 19,6 à 10% sur, ce qui n'était pas capital quand même, la restauration. Hein. Alors j'en parle parce que notre président de région a proposé les taux de TVA à 0%. Sur une centaine de produits, c'est ça? Bon, donc c'est pas possible. c'est pas possible. C'est tout, ça ne se fera pas. Mais ce sera à cause de l'Europe. Hein, c'est évident. Encore un péché. Oui, un plus. Non, mais c'est vrai qu'il faut voir les choses. Alors on a le droit de ne pas être d'accord, je dirais, avec ce système. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Donc me voilà avec ma Cadillac, elle est immatriculée, elle circule. Voilà. Mais ce qui est vrai pour l'Union douanière est vrai aussi pour les produits européens. Parce que l'Europe est basée sur les 4 libertés économiques, tout au moins, les 4 libertés fondamentales: liberté de circulation des personnes, des services, des biens, des marchandises, des capitaux,
dans le cadre d'une concurrence libre et régulée, sans intervention de l'État, notamment par le biais des aides d'État. Donc c'est un petit peu libéral. Je le signale parce qu'à chaque fois, il y a toujours des hommes politiques qui nous disent vous vous rendez compte, c'est un traité libéral. Depuis 1957, quand même. Donc on a le droit de ne pas être d'accord avec ce système, mais on n'a pas le droit de faire semblant de le découvrir. Liberté de circulation des marchandises, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane entre les États membres. Si vous achetez une Mercedes en Allemagne, elle est importée, mais il n'y a pas de droit de douane. Ça veut dire aussi qu'on empêche ce qu'on appelle les taxes d'effet équivalent, c'est-à-dire des taxes qu'on n'appelle pas de droit de douane, mais qui reviennent au même. Et, par exemple, ça s'est passé, bon c'est vieux, enfin, c'est encore les Grecs, on fait le coup. Oui. Bah, j'ai fait exprès de choisir. Là, c'était sur les voitures d'occasion. Les voitures d'occasion. On prend plus de photos, hein. Mon fils, j'ai CNN qui est là. Sur les taxations des voitures d'occasion importées. Les Grecs avaient dit, bon, bah, écoutez, bon, c'est pas un droit de douane, c'est une taxe supplémentaire. C'est pas compliqué, on va faire un abattement de 5% par année d'ancienneté jusqu'à 20%. Donc autrement dit, vous achetez une voiture d'occasion, elle a été taxée systématiquement à 80%, et là, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie et a considéré que c'était effectivement une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. De même que sont prohibés ce que l'on appelle les restrictions quantitatives aux importations et les mesures d'effet équivalent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de quota. On ne peut pas dire, bon, il y en a marre, il y a trop de Mercedes en circulation en France, donc on va limiter les importations de Mercedes à 5000. Ou j'ai trop de ports hollandais en France, je limite. Donc c'est pas possible, il n'y a pas de restriction quantitative qui soit possible. Et évidemment, tous les États ont essayé de trouver des moyens d'éviter ça. Donc vous aviez une Cour de justice qui s'appelait à l'époque, portait un autre nom, on va prendre. Cour de justice de l'Union européenne a eu à statuer sur des cas assez sensibles, notamment un arrêt cassis de Dijon. Alors c'est quoi cet arrêt cassis de Dijon? C'est une société française qui voulait exporter en Allemagne du cassis de Dijon. On connaît tous, hein, c'est pour faire du kir. Hein. Et l'Allemagne a refusé l'importation en disant ben, on est désolé, on a une législation nationale qui s'applique à tout le monde, hein, même à nous. Qui fait qu'on interdit la vente d'alcool inférieure à 25 degrés. Parce que ça pourrait inciter les gens à boire. Donc, on ne pouvait pas importer notre cassis de Dijon. Et là, c'est l'arrêt d'un cour qui dit, mais non, c'est une restriction quantitative aux importations, c'est comme si vous interdisiez l'importation. Et c'est là où la Cour a dit que tout produit légalement fabriqué dans un État membre pouvait être librement importé dans un autre État membre. C'est pour ça que maintenant, je vais acheter ma voiture que j'ai achetée aux États-Unis, elle va passer aux mines pour qu'elle soit homologuée. Mais si j'achète la même voiture, la même Cadillac, au concessionnaire Cadillac de Belgique, ma voiture, je paierai la TVA en France, je la porterai en France, mais je n'aurai pas le contrôle des mines, parce qu'elle est mise en libre circulation déjà en Belgique et on n'a pas à recommencer les procédures de mise sur le marché. Bon, alors ça, c'est... Excusez-moi, oui. Mais ça pose dans ce cas-là un problème avec les Pays-Bas par rapport à la vente de marijuana. Alors ça, on a le droit. On a le droit d'apporter des restrictions quantitatives pour les problèmes de santé ou de moralité. Vous pouvez empêcher l'importation de films pédopornographiques.
pouvait empêcher l'importation de drogue. Il y a une limite à ce Il y a une moment-là. limite. Ça veut dire que le citoyen hollandais, physiologiquement, n'est pas le même que le citoyen français. Ça, ils sont plus costauds. Ils sont plus costauds. Alors, Au niveau de la santé, il y a quand même l'alcool. bah oui, mais nous, il faudrait qu'on fasse la prohibition chez nous. Pour des raisons de santé, je ne suis pas bien certain que Ça marche. ça marche. Hein. Oui, alors peut-être on pourrait interdire, si ça n'existe pas, les alcools à 90 degrés pour les boire, mais en disant que c'est pas bon pour la santé, mais c'est en hein? Et on trouve en Italie, je crois. Oui, En France, ça a été interdit, je crois, une vingtaine d'années, je crois. oui. Mais pour des raisons de santé, donc c'est pour ça, comme dit Pascal, on peut en trouver en Italie, mais pas en France. Bon. Mais ça reste marginal, ça concerne ceux qui font des conserves de fruits. C'est important, enfin, c'est pas pour boire, c'est pas un produit de consommation courante. C'est d'autres exemples plus amusants. Alors la France a été condamnée en 1997 pour sa passivité. Passivité parce que à la frontière entre l'Espagne et la France, il y avait des manifestations d'agriculteurs qui bloquaient les frontières pour empêcher les camions espagnols chargés de fruits et légumes. Voilà. Et puis le gouvernement français, c'était encore ce monsieur Chirac, il n'a rien fait, quoi. Il a laissé pourrir, ce qu'elle veut dire, la situation. Et la France a été condamnée parce qu'on a dit, mais attendez, vous n'avez rien fait pour libérer les autoroutes, vous n'avez rien fait pour libérer les routes, donc vous avez engagé votre responsabilité. Ça équivaut à une restriction quantitative aux importations. Et puis l'Irlande qui a été condamnée en 82. Alors ça c'est amusant aussi parce que par le biais d'une association que finançait le gouvernement. C'est le gouvernement qui finançait l'association. Il y avait eu une campagne d'achat qui s'appelait Buy Irish. Acheter irlandais. Mais c'était financé par l'État irlandais. Et l'Irlande a été condamnée parce que le fait d'inciter les consommateurs à acheter irlandais, bah, ça a été considéré comme une restriction aux importations. C'est pour ça que, même avec notre ancien ministre de l'économie, Montebourg, il n'y a jamais eu de campagne acheter français. On peut mettre fabriqué en France. Bah oui, vous pouvez dire fabriqué en France. Mais vous ne pouvez pas dire acheter français, parce que c'est... Si c'est une entreprise privée, elle peut le faire. Ah oui, c'est un particulier, mais il ne faut pas que ce soit financé par l'État. Et puis ça dépend aussi quelle entreprise. Si c'est une entreprise... Le grand principe, c'est qu'il ne faut pas que ça ait une influence sur les échanges intracommunautaires. Donc, si c'est une entreprise privée de Villeneuve d'Ascq avec 3 salariés, c'est pas ça qui va empêcher les échanges. Par contre, si c'est au niveau national, même si c'est privé, ça risque d'empêcher les échanges. Et là, oui, ça peut être pris en considération. Alors, pour éviter justement, tu veux en parler, pour éviter ce genre de choses, on a multiplié la normalisation, l'harmonisation. Aujourd'hui, par exemple, si vous chargez votre téléphone, votre tablette, vous avez des prises universelles. Bon, c'est la normalisation. On normalise. Parce que si chaque État a ses petits secrets de fabrication, je dirais, bien c'est un obstacle à la liberté de circulation des marchandises. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de normalisation. Alors la normalisation est faite par les entreprises privées, mais parfois elle est faite par les entreprises privées à la demande de la Commission. Et tu me disais, mais est-ce que c'est bien normal de faire comme ça des normes? Oui, c'est pas fait pour embêter les gens, en fait c'est pour aider le commerce. Là, on a les problèmes des prises de courant.
ce n'est pas encore résolu. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, bon, maintenant, ce problème ne va plus se poser. Quoique, c'est pas sûr. Mais c'est vrai que les prises de courant ne sont pas les mêmes. Donc, si vous voulez vous raser, c'est embêtant. Donc, ça sert à ça, la normalisation. Alors, libre circulation des marchandises, après libre circulation des personnes. Alors, libre circulation des personnes, au départ, c'était réservé aux salariés, aux agents économiques. Ça a été étendu à tous les citoyens européens qui peuvent circuler librement dans chaque État membre et qui peuvent s'installer librement dans chaque État membre. Il n'y a pas de conditions particulières, sauf si vous séjournez plus de 3 mois, l'État d'accueil peut demander, non, mais peut demander à ce que justifier, vous payez vos impôts en France, et de dire, peut demander justifier vos ressources, parce qu'on ne tient pas du tout à ce que vous soyez à notre charge, et justifier de votre régime de sécurité sociale. Donc ça, c'est le fait de séjourner. C'est pas le fait de, comment dirais-je, de résider. Pour être résident, il faut résider 6 mois, il y a d'autres conditions. Là, c'est pour habiter, si vous voulez passer 3 mois de vacances, ou 4 mois de vacances en Grèce. Parce que c'est bien la Grèce, hein, pour les vacances. Ce ne sont pas que des bêtises. Ça a été étendu à tout le monde, et puis liberté de circulation des personnes pour travailler. Donc pour trouver un emploi salarié, vous pouvez, si vous êtes italien, vous pouvez travailler dans une société française, et vous pouvez aussi travailler pour l'administration. Vous pouvez, si vous êtes italien, être professeur. Vous pouvez travailler dans n'importe quelle administration, sauf celle qui résulte d'un pouvoir régalien de l'État, la diplomatie, la police. Mais sinon, les citoyens... Parce qu'à un moment, je sais qu'il y avait un problème pour l'éducation nationale, par exemple, parce que chez nous, il y a des concours. Il faut passer les concours du CAPES ou de l'agrégation. Et donc, c'était un frein. Voilà. Oui, mais il y a les diplômes et il y a les concours. Ah oui, des concours. Le fait, en fait, je crois que malgré tout, les étrangers qui veulent devenir professeurs en France doivent malgré tout passer les concours. Non, il va y avoir une équivalence. Non, Ils peuvent avoir une équivalence, équivalence. oui. Parce que je connais le cas de profs allemands qui ont passé le concours. C'est-à-dire que pour passer le concours, il faut avoir un diplôme. Oui. Parce qu'il y a l'équivalence des diplômes. Exactement, l'équivalence. C'est justement pour... Oui, pour les diplômes, il n'y a pas de problème. Donc les diplômes sont équivalents. Maintenant, si pour passer un concours, il faut avoir une licence en droit, et que j'ai une licence en droit allemand, ben, je peux passer le concours parce que j'ai l'équivalence au niveau. Alors c'est vrai donc pour les enseignants, c'est vrai pour les médecins, pour les kinés. C'est pour ça, nous, pour les médecins, on a mis des quotas. Oui, c'est pas très malin d'ailleurs. C'est pas malin parce que les élèves tous en Roumanie, Et ben voilà. ils revenaient avec leur diplôme roulant. Et ils le font plus. Si, ils le font encore. Et puis après, il y a le chef des hôpitaux de Paris qui se plaint de la qualité de ses internes. Ils sont tous nuls, tous ceux qui reviennent de là-bas, c'est pas la même qualité d'apprentissage. Mais ils ont l'équivalence. Les kinés, c'est pareil. Les kinés, il y avait pas beaucoup de places en France, ils allaient en Belgique passer leur diplôme. Il y a eu les vétérinaires aussi. Avant, il n'y avait que 2 écoles. Il y avait Maison Alfort et je ne sais plus laquelle. Les infirmières, les éduques. Tout le monde. Les avocats. Les avocats. Si vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, vous pouvez devenir avocat au barreau de Lille. Il y a une épreuve de déontologie, mais c'est tout. Et pour ce qui est de la circulation des populations, alors qu'est-ce qu'il en est des Roms? Alors ça, c'est le... De qui? Les Roms. Les Roms. Ah bah les Roms, c'est pas génial. Comment? C'est le pot de banane que je jette. Non, mais alors, il y a les accords de La Schengen. Roumanie, la Bulgarie sont vite dépêchés de le signer Bah, bien pour sûr. pouvoir les pousser dehors. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Donc là, Schengen, c'est pour l'extérieur, Schengen. C'est pas pour l'intérieur. Pour l'intérieur, Contre l'extérieur. on circule
librement. Donc vous êtes roumain, vous avez le droit de venir en France, on ne peut pas vous l'interdire, vous circulez librement. Donc le problème, c'est vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, c'est comme les marchandises. Pareil, il y a un contrôle aux frontières, vous payez votre droit de douane, vous circulez librement, eh bien, pour les personnes, c'est pareil. Vous arrivez à la frontière, vous présentez votre passeport, vous entrez dans le pays et vous circulez librement au sein de l'Europe. Vous n'êtes pas obligé de revoir. Je suis américain, je vais acheter une voiture française, j'arrive en France, je vais faire un tour en Belgique, je ne suis pas obligé d'avoir un visa belge. Donc il y a une politique commune des visas, forcément, avec Schengen. Hein, donc tous les pays européens font partie de Schengen, sauf Chypre, l'Irlande, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, et puis je ne sais plus qui revient encore. Et il y a d'autres pays qui ne font pas partie, comment? Ils ne sont pas dans l'Union. On n'est pas dans l'Union, mais il y a d'autres pays qui font partie de Schengen, mais qui ne sont pas dans l'Union, donc la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Je me demande s'il n'y a pas un problème, enfin un problème. C'est une question un peu particulière, c'est la Moldavie. Parce que les Moldaves donc, ont appartenu à la Roumanie entre les deux guerres. Après, ils ont appartenu à l'URSS, l'Union soviétique. Et il se trouve qu'actuellement, apparemment, la Roumanie accorde assez facilement la citoyenneté à des Moldaves, oui, qui du coup deviennent citoyens européens. Mais je dirais ça, il faut bien savoir que l'Union européenne ne régente pas tout. Les lois relatives à l'obtention de la nationalité dépendent de chaque État. Les États peuvent être généreux et d'autres très stricts. Hein? Très difficile d'être citoyen grec, très dur. Hein? Explique un petit peu pourquoi c'est difficile. Alors je ne sais pas, parce que c'est justement une législation nationale grecque qui fait que c'est très difficile d'obtenir la nationalité grecque. Je vais vous expliquer sur mes prochaines conférences. Alors, si tu veux, par exemple, là aussi, il y a d'autres problèmes, parce que pour être citoyen européen, il faut être de la nationalité d'un des États de l'Union européenne. Or, les États n'accordent pas la nationalité aussi facilement. Ça dépend. Par exemple, en France, c'est le droit du sol, le droit du sang également, alors qu'en Allemagne, pendant très longtemps, c'était uniquement le droit du sang. Ce qui fait que, par exemple, ils ont intégré des populations qui étaient installées depuis des siècles en URSS, quand l'URSS s'est écroulée, les Allemands, les fameux Allemands de la Volga, qui n'ont pas eu de problème pour devenir Allemands, et qui donc sont devenus citoyens européens, alors que, d'un autre côté, des Turcs, de jeunes Turcs, nés en Allemagne, donc qui en France, ils seraient devenus français, et bien là, ils restent turcs. Alors je crois qu'il y a eu des aménagements quand même depuis, mais enfin, il y a vraiment... Ça, franchement, l'Europe y est pour rien. Oui, non, mais ça a des conséquences, quoi. Oui, Oui, mais l'Europe y est pour rien. Tout ce qui concerne, en général, la nationalité... ça, c'est encore chaque État. C'est chaque État qui fait sa propre législation. Donc à Schengen, je reviens à Schengen, il y a les Roumains. Les Roumains circulent librement, parce qu'ils sont citoyens européens. Et Schengen, c'est uniquement pour les gens de l'extérieur. Or, le problème, en soi, c'est pas Schengen. C'est bien fait Schengen, il y a des contrôles. Tout récemment, on est tombé à un raccourci sur les Belges qui avaient refoulé une étudiante marocaine à Charleroi. Hein, c'est une étudiante marocaine de Lille qui était repartie au pays et qui est arrivée à Charleroi. Mais elle était venue sans visa. Les Marocains doivent avoir un visa pour venir en Europe. Elle n'avait pas de visa parce qu'à Lille, on lui avait donné un papier qui lui permettant d'attendre la régularisation de sa situation en qualité d'étudiante. C'est en attente du visa. Oui. Ah oui, donc elle n'avait pas de visa. Donc on l'a ramené au Maroc. On l'a ramené au Maroc. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Tu sais qu'il y a même des Français qui ont eu des problèmes à Charleroi. Parce que la France a prorogé de 5 ans la d'identité, et ce qui n'est pas accepté. C'est-à-dire que
la France, le gouvernement français a dit voilà, votre carte d'identité, on vous l'a accordée pour 10 ans, mais on va la prolonger encore 5 ans. Donc elle va durer 15 ans. Mais en réalité, il y a certains États qui n'acceptent pas cette prolongation. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'on est quand même intéressé directement nous, c'est que la Belgique ne l'accepte pas. Ce qui fait qu'il y a des Français... Au début. Non, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, ils n'acceptent Parce pas. que là, le gouvernement français officiellement les avait pas prévenus. Donc il y a eu des Français qui ont eu des problèmes pendant quelques mois. Bon, Alors, ça, c'est régulier. si tu veux, au niveau européen, il y a des pays qui acceptent, d'autres pas. Oui, voilà. Hein, je ne sais pas, la Bulgarie, par exemple, l'accepte. Hein, si tu viens avec une carte d'identité, mais les Belges, non. Donc, si par exemple, tu peux très bien te faire refouler à Charleroi, hein, tu prends un avion pour aller au Portugal, parce que ta carte d'identité n'est plus valable. Et, Même à tourner, hein. Les mairies Pardon distribuent Même à tourner, si on demande... Même à tourner, oui, oui. Disons que c'est plus gênant si on achetait un voyage. Les mairies distribuent un formulaire Oui, oui. français, néerlandais, anglais, disant en France, Oui, la mais carte d'identité. ils ne sont pas obligés d'accepter. Ah, moi je connais des gens qui ont été refoulés. Hein. Je suis allé à la mairie de Villeneuve-d'Ascq, on m'a dit, il y a des gens qui sont arrivés en pleurant en disant voilà, j'ai pas pu prendre l'avion parce que ma carte d'identité. Ils tiennent compte que de la date imprimée. Pardon. Ils tiennent compte que de la date imprimée sur la carte. Voilà. Mais pour le chef qui est refoué en Belgique, je m'étais porté garant. Parce que nous, on nous téléphone régulièrement, il n'y a jamais eu de problème. Et ils ont dit c'est un fond. Voilà. Donc, la circulation, Schengen, c'est pour les étrangers. Mais le problème, c'est pas les étrangers en circulation, en situation régulière. Le problème, c'est les étrangers en situation irrégulière. Donc, vous pouvez supprimer Schengen, remettre des frontières comme on l'a fait après les attentats, comme l'Allemagne l'a fait. Ça ne change rien au film, je dirais. Si vous avez un passeport en règle, vous passerez. Et si vous êtes irrégulier, vous serez toujours irrégulier. Si je suis espion russe, j'aurai un vrai faux passeport. Si je suis méchant terroriste, j'aurai un vrai faux passeport. Et si je suis un irrégulier, j'ai toujours irrégulier. Donc il ne faut pas considérer que Schengen, c'est un fromage. Il y a forcément des moyens de rentrer. Mais ce n'est pas Schengen qui est en soi responsable. Le vrai problème, c'est effectivement l'immigration irrégulière. Donc c'est ça Schengen. Schengen, c'est la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui est entré régulièrement sur le territoire de l'Union européenne, c'est comme une marchandise qui peut circuler ensuite régulièrement sans avoir à montrer son passeport, parce que, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus de poste frontière. Hein. Alors, je vais aller, enfin, je vais voir aussi libre circulation des services. Ça veut dire que si vous voulez faire votre véranda, votre cuisine pour une entreprise belge, c'est pas un problème. C'est pas tout à fait vrai. Si par exemple vous voulez remplir votre coupe de fioul en faisant venir le fioul de Belgique, ça va pas marcher. Ah oui, mais ça c'est parce que c'est un problème fiscal. Vous pouvez le faire. Non, vous pouvez le faire, mais vous devez payer la TVA, française. Oui, mais sur le fait, c'est normal. Vous faites venir votre fioul de Belgique, normalement votre fioul il est apporté hors taxe. Hein. Donc après vous payez la TVA au tout français sur place. C'est logique. C'est pas un obstacle à la circulation. Oui, c'est pas du c'est la taxe sur les produits pétroliers. Oui. C'est 50% en France et c'est beaucoup plus. C'est pas l'Europe. Elle a beaucoup de défauts, mais quand c'est pas elle, c'est pas elle. Elle est innocente. Alors, mais on peut aussi, c'est vrai aussi, normalement on peut aller se faire soigner en Belgique si on veut, on peut aller voir un médecin belge, et la sécurité sociale rembourse sur la base du remboursement de sécurité sociale française. Bon, ça se fait pas facilement, mais enfin il y a eu des arrêts qui ont été rendus en disant que même si vous achetez des lunettes en Belgique, vous avez le droit et la sécurité sociale rembourse sur le barème français. Il en est de même pour les hospitalisations. Alors, j'en parle parce que vous avez deux sortes d'hospitalisation. Je parle sous le contrôle d'un spécialiste. Donc, les soins programmés et les soins non programmés. Soins non programmés, vous avez un accident de voiture en Belgique, on va vous soigner.
Maintenant, vous devez vous faire opérer des amygdales, et puis vous vous dites, bon, je prends les Armentières parce que c'est triste. Je connais un hôpital à Naples, je vais faire opérer des amygdales à Naples. Là, je suis obligé de demander la permission à la caisse de sécurité sociale, qui va me dire non. Parce qu'il n'y a pas d'urgence, et puis on a tout le matériel nécessaire pour procéder à l'ablation des amygdales. Par contre, si c'est pour une greffe cardiaque qui ne peut pas attendre, qu'on doit faire dans les 5 heures qui suivent, là j'aurai l'autorisation. Bon, tout ça pour vous dire que les prestations de services sont généralisées. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier la libre circulation des paiements et des capitaux. Paiement pour sortir de l'argent pour payer nos importations. Des capitaux si on veut investir à l'étranger. Et des capitaux pour ceux qui seront investis en Europe. Liberté de circulation des capitaux, c'est aussi bien les capitaux qui sortent que les capitaux qui rentrent. Donc c'est une liberté totale. Vous pouvez ouvrir un compte aux îles Caïmans, c'est pas interdit. Mais il faut le déclarer. Il faut le déclarer, c'est tout. Bon, je pense que c'est pas la meilleure façon d'éviter un compte officiel, mais enfin, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire que vous ouvrez un compte aux îles Caïmans. Donc deuxième partie, mais il faut que j'aille vite quand même, c'est la concurrence. Donc la concurrence, prohibition des accords, les accords qui faussent la concurrence. Donc les entreprises qui se mettent d'accord pour fixer les prix, eh bien, sont condamnées à paiement d'amende assez forte. Alors tout récemment, il y a eu Google, il y a eu Apple. Ça existe dans la législation de chaque pays, ça existe. Hein. Alors, en France, on a eu quelques cas depuis 30 ou 40 ans. Normalement, le juge naturel, c'est le juge national. On a, nous, la DGCRF, la Commission de la concurrence, etc. Mais à partir du moment où ça atteint un niveau européen, ça part au niveau européen. Hein, donc, il y a la Commission, puis il y a la Cour de justice. Alors, je ne vais pas vous passer. J'ai trouvé un arrêt qui va vous rappeler de beaux souvenirs. La Grèce, non? Ouais. Et c'est vieux, c'est en 2003. Parce que les compagnies maritimes s'étaient entendues sur les tarifs des transbordeurs entre l'Italie et la Grèce. Ah oui. Pour fixer les tarifs. Dans les périphéries. Voilà, alors ça comprenait, ça va nous rappeler notre jeunesse, des compagnies qui n'existent plus. Il y avait la Marline, enfin avant le Pantouris, ça existe toujours. Adriatica aussi, Stringnis, il y avait la Minoan qui existe, la Karageorgis Line qui depuis a disparu. Donc, quand la nef, elle n'existait pas, elle n'a pas été condamnée. Elle n'a pas été condamnée. Elle n'a pas été condamnée. Alors, il y a d'autres arrêts, tout d'abord un arrêt Philips, ou Panasonic, où l'amende a été limitée pour Panasonic, parce que Panasonic et Philips avaient fait un accord sur les tubes de télévision, enfin peu importe.